Ah, une analyse de match, ça faisait longtemps. Ça me manquait un peu, pas toi? Dis-moi, quand tu regardes Toulouse, tu les trouves pas mais horribles? T'en as pas un peu marre qu'ils marchent sur tout le monde tout le temps? On a même l'impression qu'il y a des moments où l'arbitre il est avec eux. Ça me donne presque envie de les voir perdre. Ouais, t'as bien entendu, presque envie de les voir perdre. Mais après, ça reste qu'une presque envie. Dans la tête, t'as toujours un petit truc qui te dit non, tu peux pas souhaiter ça. C'est simplement en fait la volonté que les débats soient un poil plus équilibrés. Et sur ce match, les débats ils ont été équilibrés. Un vrai match de rugby comme on les aime. Pourquoi est-ce qu'on peut pas souhaiter à Toulouse de perdre, tout simplement? Qu'on soit toulousain ou pas, hein. Moi je supporte pas spécialement une équipe. C'est simplement quand tu regardes la composition du 1 au 10, il y a qu'un seul intrus. C'est Jack Willis. Tous les autres, c'est des internationaux français. Et ils se permettent même quand même de faire une cochonnerie, ils nous mettent Thomas Ramos, l'arrière et le buteur de l'équipe de France, sur le banc parce qu'il revient de blessure. Mais en France, t'as Dupont ou Ramos qui revient de blessure, mais il n'y a pas de tu vas chauffer le banc. Et cette charnière Dupont et Tamac qu'on avait tellement envie de voir pendant les phases finales de la Coupe du Monde, on les retrouve en phase finale de Champions Cup. Et je vous avoue que sur ce match, j'ai eu un petit peu peur sur l'entame, et notamment, j'avais pas envie de revivre un match à 60 points ou un France-Namibie à 96-0. Ah, j'ai oublié, si t'aimes bien le rugby, pense à t'abonner pour pas rater les prochaines vidéos. Et maintenant que c'est fait, place à l'analyse. Le début de match, il est vraiment à sens unique pour Toulouse. L'équipe, elle est tellement complète, rodée, qu'on se demande en réalité comment est-ce que tu peux faire pour les prendre. Sur les 10 premières minutes, ils sont injouables. Et par exemple, quand tu prends cet essai de Lebel, tu te dis c'est très bien réalisé tactiquement, mais pas que. Ouais, pas que. C'est de la stratégie ce qui se passe en amont et qui l'amène cet essai. Je m'explique. Toulouse a une mêlée de 5e juste devant les 22 mètres des Harlequins. Une mêlée de 5e, pour moi, c'est une mêlée qui n'est pas collée à la ligne de touche et qui laisse un côté fermé à exploiter. En gros, t'es à 2/5 sur la largeur du terrain. Comme je le dis souvent, il y a toujours des zones de break sur mêlée, sauf que plus tu te rapproches de l'embut adverse, moins il y en a puisqu'il y a moins de terrain dans le champ profond à couvrir, donc moins de défenseurs et plus de défenseurs présents dans le premier rideau. Toulouse décide d'attaquer en 1-2-3. Un joueur à gauche de la mêlée, 2 dans l'axe et 3 à droite. Les Harlequins sont donc obligés de défendre ces deux joueurs qui sont axe de la mêlée. Le lancement de jeu il s'effectue avec Dupont pour amener un joueur supplémentaire et il y a un petit décalage sur les extérieurs. Déjà que le ballon se déplace en temps normal plus vite que les joueurs, et oui, quand tu te fais des passes, le ballon circule plus rapidement que la vitesse de déplacement des joueurs, mais il circule aussi plus rapidement au pied qu'à la main. Et donc pour attaquer un espace libre, t'envoies une passe au pied. Et donc Dupont, il ajuste sa passe au pied, il me semble que c'est Dupont, et qui est presque millimétrée. Elle aurait pu faire mouche, mais soit elle manque de précision, soit la course de Kinghorn n'est pas bonne. Mais c'est pas un souci. Stratégiquement, c'est très bien joué, puisque même si tu as perdu la possession du ballon, t'es en demi-finale de Champions Cup, et là, les Harlequins, ils vont avoir une touche dans leurs 22 mètres à défendre, sur laquelle ils vont te rendre la possession du ballon par un jeu au pied. Ils vont pas jouer à 20 mètres ou à 15 mètres de leur ligne d'en but. Et surtout, avant de jouer au pied, ils vont devoir gagner la touche. Et toi, bien sûr que tu as passé du temps à les étudier pour pouvoir les contrer. Et c'est ce que Toulouse va remarquablement faire sur cette action. Après, la stratégie ne fait pas tout au rugby. Il faut que tu sois capable d'avoir des joueurs pour pouvoir mettre en place le jeu tout simplement que tu veux prôner. Et Toulouse, oui, c'est jeu de main, etc. Ils ont quand même des sacrés casseurs de bouche devant. Et une des particularités du très très haut niveau, des équipes de très haut niveau, c'est d'avoir des joueurs qui sont puissants mais qui ont aussi des mains. Des joueurs qui sont habiles sur la manipulation du ballon. Et le joueur qui m'impressionne vraiment le plus, mais je pense comme tout le monde, et qui me fait dire que le rugby que tu regardes à la télé, c'est pas celui que toi t'entraînes ou que tu pratiques à ton petit niveau, hein. C'est les profils comme Meafou. Tout devient facile avec lui. Il a cette capacité, en prenant la balle pour remettre de la vitesse ou de l'avancée quand il n'y a pas de décalage, avec 2 ou 3 joueurs sur le rable, à se redresser, réussir, tu sais pas trop comment, à ressortir les bras et passer le ballon au-dessus de tout le monde pour le faire vivre avec une passe à... Il ne le fait pas à chaque fois justement, mais il réussit à trier ses ballons dans les zones de contact pour les ressortir. Et c'est ce qui fait toute la différence. Avoir un ruck où tu passes par le sol, la défense elle s'organise, elle circule, elle se prépare à monter, ou d'avoir un ballon en mouvement. Un ballon en mouvement, tu ne peux pas t'organiser et la défense ne peut pas rattraper son retard. Et oui, parce qu'on est toujours sur ce principe que la défense elle a toujours un temps de retard et donc tu cherches tout le temps à combler les décalages. Donc quand il arrive à ressortir le ballon de manière axiale par le haut, en fait la défense ne peut pas s'organiser. Et le nombre de situations qu'il débloque avec cette capacité en fait au contact, à se redresser avec 3 joueurs sur le rab et à faire vivre le ballon, c'est tout simplement impressionnant. Honnêtement, jouer contre des joueurs comme ça doit être juste horrible. Côté Harlequins, même s'il y a un petit peu de déchets dans le jeu, stratégiquement c'est aussi très fort. On a vu sur mêlée, mais sur touche, c'est difficile de couvrir le terrain. En réalité, quand la touche elle est dans le camp adverse,
Tu laisses 2 joueurs sur la ligne des 22 et des 15 pour prévenir des jeux au pied en diagonale pour des 50-22. Les Harlequins décident de déplacer le ballon avec une déviation vers l'extérieur pour forcer la montée et ils trouvent un 50-22 ric-rac, mais ils le trouvent quand même. Stratégiquement, c'est du kiff-kiff. Si jamais Toulouse récupère le ballon à 5 mètres de la ligne d'en but, pour le porteur de balle, son soutien offensif, c'est vraiment pas drôle. Et si le ballon sort en touche, soit si tu es rentré de toute façon dans le camp adverse, tu as une touche à contester proche de la ligne d'en but de Toulouse. Et puis sinon, tu as un 50-22. Et bien là, pour le coup, c'est un 50-22. Et le pack de Toulouse et des Harlequins, je pense qu'ils font jeu égal sur l'intensité dans le jeu. Sur le match, je vous avoue que j'ai quand même trouvé en seconde mi-temps le pack des Harlequins au-dessus. Mais ça, c'est totalement subjectif et ça n'a rien à voir. Ils sont solides dans le jeu, capables d'enchaîner des grosses séquences, sur touche organisée et sur ballon porté aussi. Et les deux équipes, elles se sont donc rendues coup pour coup. Et là où sur les 10 premières minutes, tu ne vois vraiment pas comment les Harlequins ils vont pouvoir rivaliser dans le jeu, eh bien la réponse, elle est simple. Dans le combat. Et le combat, ça leur a remis la tête à l'endroit. Et il y a un moment que j'ai pas du tout compris en revanche. Et pour moi, c'est leur grosse erreur et c'est là où ils perdent le match. Il y a 17-12. Et les Harlequins, ils ont une pénalité. Ils décident de la jouer rapidement pour mettre du rythme. La situation, elle le veut. Toulouse n'est pas organisée, la défense n'est pas à 10 mètres. T'as des joueurs comme Marcus Smith, t'as des porteurs de ballon, le 15 qui a été énorme. Je pense que ça fait partie de leur philosophie de jouer. Mais t'es en première mi-temps, en demi-finale de la Champions Cup. T'as pas vu la balle pendant les 10 premières minutes. Tu viens de réussir à te remettre la tête à l'endroit. T'as Toulouse en face quand même, c'est pas des peintres. Et surtout le vent dans le dos. Tu viens de les mâcher sur un ballon porté 3 minutes auparavant, pourquoi tu prends pas la pénale touche pour enfoncer là où ça fait mal? Et tant mieux pour Toulouse, parce que du coup, ça se goupille très mal pour les Harlequins, ils perdent le ballon, et Toulouse, par contre, profite et sanctionne toutes les erreurs des Harlequins en première mi-temps. Des erreurs, tu me dis? Non, c'est moi qui l'ai dit? Bon, pas que. Le contre-ruck, c'est un art. Généralement, tu contre-ruck sur un plaquage offensif ou dans le couloir des 15 mètres. C'est là où potentiellement, dans le couloir des 15 mètres, le porteur de balle s'isole un petit peu, puisque c'est là où tu génères de l'avancée, donc tu vas t'éloigner et tu vas potentiellement te déconnecter de tes soutiens offensifs, et donc tu en profites pour contester les ballons. Généralement, tu te dis que c'est une zone où tu viens contester très fort dans les 15 mètres. Et les Toulousains le font très bien. Et en 10 minutes, les Toulousains, ou plutôt les Harlequins, ils vont perdre le pied totalement. Ils prennent 3 essais en 10 minutes. À ce niveau-là, c'est juste énorme. Et là où les Harlequins, ils ont voulu jouer rapidement quand il y avait 17-12, ils perdent le fil du match, et c'est Antoine Dupont qui commence à mettre du rythme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Antoine Dupont voit que les Harlequins, ils ont la tête sous l'eau, en plus, je pense que c'est des moments qui sont ciblés par les équipes, tu arrives à la 35e minute, tu sais que ça va être un petit peu plus dans le rouge. Si stratégiquement tu t'es dit ok, juste avant la mi-temps, si on a l'opportunité, eh ben on fait la technique de la chasse d'eau. La technique de la chasse d'eau, tu connais pas, mais c'est très simple. Tu chopes quelqu'un, tu lui mets la tête au fond des chiottes et derrière tu appuies sur la chasse d'eau si ça va pas bien. Et donc tu tournes à la mi-temps avec ce score de 31-12, 19 points d'avance. Et là, moi je me suis posé réellement la question, est-ce que les Harlequins vont réussir à se remettre la tête à l'endroit et pour qu'il y ait un match? Comment ils vont faire pour s'en sortir en réalité? Parce qu'il y a du vent, ils avaient le vent dans le dos, maintenant ils vont avoir le vent contre. Tu me diras, ça veut dire qu'ils vont être obligés de jouer. Eh ben ils s'en sont sortis tout simplement en jouant au rugby. Et le rugby, ça commence devant. Pour revenir dans le match, pour moi, il y a eu des consignes qui ont été passées à la mi-temps et qui me semblent assez claires. Et les consignes, elles se résument en 3 points. Parce qu'ils ont été bons quand même en seconde mi-temps. On peut leur accorder ça, à nos voisins anglais. Quand ils sont bons, on peut le dire. Pas trop souvent, mais un peu quand même. La première, c'est no scrum, no win. Comme en première mi-temps, où ils avaient réussi à mettre les Toulousains un petit peu à la faute et à la peine en mêlée, en début de seconde mi-temps, ils récupèrent encore une pénalité là-dessus. La seconde, c'est avec du jeu direct. Alors, c'est pas vraiment... Si, c'est du jeu qui est plus direct à une passe. Il l'avait proposé une fois. Enfin, c'est du jeu généralement que tu proposes quand tu rentres dans les 22 mètres adverses, puisqu'il y a moins de système de distribution. La distribution des joueurs est différente. Ils réduisent le score dès l'entame avec ça. Et quand ils ont le ballon, franchement, t'as l'impression qu'ils éteignent les défenseurs toulousains. Sans forcément réussir à faire vivre le ballon au contact, mais sans avoir de grands mouvements ou des micro-attaques qui sont extrêmement ciblées, mais avec des prises de balles avec une vitesse qui est impressionnante. Et surtout, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les changements d'axe de course et la lecture des joueurs. C'est-à-dire que le porteur du ballon, il a réussi à trouver des intervalles, à aller souvent taper sur les bons joueurs dans les intervalles, jusqu'à 10 minutes de la fin où Marcus Smith perd les pédales, et là,
qui fait des très mauvais choix de lecture et des mauvais choix techniques aussi. Et la troisième, avec un énorme combat dans tous les rucks défensifs. Pour contester, ralentir les sorties, les ripper. Quand tu rippes les ballons, c'est quand tu viens les arracher, t'as un plaqueur aux jambes et un autre qui vient gripper le ballon en haut. Et cette agressivité dans les rucks, parfois gratuite, car t'as pas toujours la possibilité de récupérer le ballon, mais tu accentues cette pression sur les rucks et ça permet aussi de mettre une grosse pression sur Antoine Dupont. Et cette pression sur Antoine Dupont, je pense qu'elle a son importance, car après une longue séquence de jeu, les Toulousains ils limitent la casse et ils récupèrent le ballon dans leurs 22 mètres. Et même chose qu'en première mi-temps, avec le vent dans le dos, tu te dis Antoine Dupont il va sortir le ballon en touche, ça va permettre de calmer un petit peu, etc. À tout le monde de récupérer. Et là, soit il fait une erreur de jugement à vouloir laisser le ballon sur le terrain, soit c'est une erreur technique. Mais il laisse le ballon sur le terrain. Et sur la contre-attaque anglaise, les virus, les joueurs qui font office de virus au milieu de la ligne de défense toulousaine et qui du coup se mettent au milieu de la ligne de défense toulousaine pour dire aux mecs qui contre-attaquent c'est par ici qu'il y a un espace, ils font leur boulot parfaitement et ils ouvrent la porte à l'arrière. Cet arrière qui a réalisé une prestation je trouve majuscule. Et quand il y a des franchissements à ce niveau-là, ça va très vite. Et on passe de 19 points de retard à 5 points d'écart. Pour en revenir à cette agressivité sur les phases de combat, elle est nécessaire. Elle te permet d'étouffer ton adversaire. Mais là, on rentre aussi dans une zone qui est assez limite, car sur ces phases de combat, c'est facile de faire des fautes. Plus le match avance, plus les joueurs y perdent évidemment en lucidité, mais ils tentent de garder cette intensité dans les zones de combat qui leur a permis en tout cas de se remettre sur la marche avant. Et là, à la 66e minute, quand tu joues talonneur à ce niveau-là, avec toutes ces phases de combat, tu peux être sûr que le mec il commence à être un poil cramé. Eh bien Walker, le talon, après un coup de sifflet de l'arbitre, il arrive la tête en avant sur Dupont qui essayait de contester un ballon et schlac, contact tête-tête. Et là tu te dis ok, c'est rouge, c'est dommage, ça va fausser un petit peu le match, mais c'est rouge. En réalité, tu vois pas à quel moment l'arbitre pourrait trouver des circonstances atténuantes. C'est un manque de contrôle de la part du joueur. Sanction immédiate pour les Harlequins, alors ça va être un jaune, mais sanction immédiate, c'est-à-dire que sur la pénale touche, ballon porté, attaque, essai. Et sur la première possession, je crois que c'est la première possession de la seconde mi-temps des Toulousains dans le camp des Harlequins, bam, ils scorent. On appelle ça être réaliste. Et alors là, quand tu mènes de 12 points en demi-finale de la Champions Cup, parce que t'as pas été en finale l'année d'avant, ni l'année d'avant encore, tu joues à un petit jeu qu'on appelle gratte-temps, avec des petits coups de vis comme sur cette mêlée où tu te relèves au dernier moment juste pour ne pas avoir à la refaire. Ça fait partie du jeu et comme à la 78e minute, en fait Ramos il s'embrouille avec Joe Marler. Et dans ma tête je me dis mais c'est très bien fait, il te reste 2 minutes à jouer, tu mènes de 12 points mais tu pousses un petit peu l'adversaire, tu vois, tu t'amuses à le chauffer un petit peu tout simplement parce que tu sais que tu vas perdre quelques secondes qui vont faire que l'adversaire n'aura pas le temps. Et en fait j'avais pas vu, t'as Joe Marler qui met une chiquette à Ramos. Et je savais pas mais maintenant tu fais ça, tu prends une pénalité. Moi j'avais juste pas fait attention parce que c'est plus un truc qu'on a l'habitude de voir, mais t'évites que les joueurs ils se branchent. Et donc les Harlequins qui ont une pénalité 22 mètres en face des poteaux pour tenter de mettre 2 essais en 2 minutes, ils prennent une pénalité contre eux parce que Joe Marler, le mec qui était pilier quand même international, qui est remplaçant sur le match, donc il ne peut pas être cramé. Il peut pas être cramé au moment où il fait ça. Il met une chiquette à Thomas Ramos, alors soit il savait que le match était déjà perdu, mais en fait il reste 2 minutes, tu tentes, et tu respectes ton équipe. Je sais pas, moi je trouve que c'est un manque de respect pour l'équipe de faire ça. T'es international. Bon ouais, bah tant mieux pour les Toulousains, pénalité retournée. Bon, même s'il faisait pas ça, marquer 2 essais en 2 minutes à Toulouse, franchement c'est quelque chose qui est chaud. Surtout quand t'as 12 points de retard, je vois pas trop comment ils auraient pu faire. Toujours est-il que ça me fait plaisir de faire ce petit débrief de Champions Cup, de demi-finale de Champions Cup. N'hésite pas à me dire si ça t'a plu. Et surtout, petite question, est-ce que tu penses que Toulouse, ils vont réussir, parce que je les ai trouvés quand même un petit peu à la peine dans le combat en seconde mi-temps, quand ils vont tomber contre les avants du Leinster, qui quand même ont tendance un petit peu comme l'Irlande à mâcher tout le monde devant, est-ce qu'ils vont être capables de supporter ces charges? Et puis là, normalement, il va y avoir plusieurs petits débriefs avec les phases finales qui vont arriver, évidemment, et la tournoi de cet été. On se revoit bientôt. Allez, topette l'ami!